Bonjour à tous et bienvenue à notre buffet froid. Comme promis la semaine dernière, on vous dresse le dessert. Donc nous sommes en janvier 1939. Maria Talarico, une adolescente de 17 ans, se promène dans la ville de Catanzaro. Elle passe sous le grand pont routier de la ville, puis perd connaissance. Les amis qui l'accompagnent la ramènent chez elle. Elle se réveille en pleine forme et l'histoire pourrait se finir ainsi. Mais elle non. n'aurait pas trop d'intérêt si elle terminait comme ça. Et ça serait une histoire courte. Oui, puis on n'en parlerait pas dans le buffet froid. Mais ce serait oublié, comme tu le dis, que lorsqu'on lui demande comment elle va, ce n'est pas de sa douce voix que répond Marie, mais d'un râle rauque dont on penserait immédiatement qu'il est celui d'un homme. Surpris, ses amis lui demandent ce qui lui arrive. « Je ne suis pas Maria, répond-elle, je suis Pépé. Maintenant, apportez-moi des clopes, du vin et des cartes à jouer. » Les proches sont décontenancés. Ils ne savent pas comment réagir. Ses parents, qui ne l'ont jamais vu boire ni fumer, lui demandent ce qui lui arrive. « Je vous ai déjà dit que je n'étais pas Maria. Je suis Pépé, Pépé Veraldi. » Les parents de Maria, inquiets, décident d'appeler la mère de Pépé et lui proposent de venir à leur domicile. Méfiante, elle pense d'abord à une mauvaise blague, mais devant leur insistance, elle finit par accepter l'invitation et elle vient. Près de 3 ans plus tôt, en février 1936, le corps de Giuseppe Veraldi avait été retrouvé sous le pont avec un trou béant sur le crâne. Suicide, avait déclaré la police. Après tout, le lieu était réputé pour être un endroit prisé de ceux qui voulaient mettre fin à leur jour. Foutaise, avait répondu la famille, convaincue que Pépé n'avait aucune raison de se tuer. Quand Catarina Veraldi arrive au domicile des Talarico, elle trouve Maria en train de jouer aux cartes avec des voisins. Mais surtout, elle reconnaît immédiatement la voix de son fils. « Maman, lui dit Pépé, je ne me suis pas suicidé. 4 gars que je croyais être mes amis m'ont défoncé le crâne avec une barre de fer et ils m'ont jeté par-dessus le pont. » Après cette déclaration, Maria s'élance hors de la maison, court jusque sous le pont et montre l'endroit exact où le corps de Giuseppe a été trouvé. Catarina, bouleversée, ordonne à son fils de laisser le corps de Maria. La jeune fille semble alors se réveiller et n'a absolument aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Catarina, abasourdie, comprend que sans aucun nom et malgré ces nouveaux éléments, il n'est pas possible pour elle d'aller voir la police. Or, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, en 1948, elle reçoit une lettre d'un dénommé Luigi Toto Marchetti. Ce dernier avait quitté l'Italie peu de temps après la mort de Pépé pour s'installer en Argentine. Dans son courrier, il reconnaît avoir assassiné Pépé car il était jaloux de sa relation avec une femme. Mais il n'a pas agi seul. 3 hommes l'ont aidé à commettre ce crime. Il demande pardon à Catarina et cache ce courrier avec l'instruction qu'il ne soit envoyé qu'au moment de sa mort. Il y confie également les noms de ses 3 complices. Parmi les 3, seuls 2 sont encore en vie. Ils sont retrouvés, arrêtés, puis jugés et enfin emprisonnés. Ils reconnaissent même le crime et les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé. Mais alors, se pourrait-il que Maria Talarico ait réellement été possédée par l'esprit de Pépé Veraldi? Si ce n'est pas le cas, comment expliquer qu'elle ait pu connaître autant d'éléments vérifiés sur la réalité du meurtre alors qu'il datait déjà de 3 ans et qu'il avait été qualifié de suicide par la police? Si ce n'est pas un mystère effroyable, je crois qu'on peut tout simplement arrêter le buffet froid. Et là, oui, on est dans l'incompréhension la plus complète. Oui, Rappelons les dates. non mais au-delà des dates, la jeune fille, elle ne connaît pas le monsieur qui est mort soi-disant suicidé. Après, il y a la lettre qui arrive et c'est Pépé qui arrive dans le corps de la petite Catarina et tout ce qu'a dit Catarina, c'est la mère. Et cette petite jeune fille, en tout cas, elle dit des choses très précises qui sont vérifiées avec une lettre qui arrive Puis plus il n'y a tard. pas seulement ce qu'elle dit. Elle est capable d'aller sur place et de montrer l'endroit où le corps a été retrouvé. Et on rappelle que le décès était survenu 3 ans plus tôt. Et en plus, elle est tombée dans les vapes sur le lieu où a été retrouvé le corps.
Donc c'est quand même de sacrées coïncidences tout ça. Ou sinon elle est extra-lucide, elle le sait pas. C'est possible aussi. Ça peut être une explication. D'ailleurs, tu n'as pas pu encore écouter l'épisode PO parce qu'il n'est pas encore paru. D'accord. Mais ce qui est souvent mis en relief dans le dossier sur les médiums, c'est que les sceptiques, quand ils sont face à certains dossiers particulièrement troublants, leur défense pour justifier qu'ils soient sceptiques et dire non, la médiumnité ça n'existe pas, ça n'est pas de dire tout est inventé, tout est faux. C'est de dire il ne s'agit pas de communication avec un esprit, avec un mort, il s'agit soit d'une forme de télépathie, soit d'une forme de clairvoyance. Ça veut dire qu'il y a certains cas, et je pense que celui-ci on peut le mettre dans ces cas complètement troublants, qui sont tellement incroyables et qui reposent sur des éléments qui sont tellement difficiles à discuter, que même les sceptiques sont obligés de reconnaître au moins un certain aspect surnaturel, voire paranormal. C'est une évidence. Ce qui est plutôt rassurant dans ce cas-là et dans le cas précédent, c'est que finalement, il y aurait quand même une justice dans l'enquête, qu'elle soit post-mortem ou avant, et qu'il y aura une justice possessive. Là, du coup, on utilise un esprit pour le transplanter dans un corps. Justice ironie. Oui, une justice post-mortem. Ouais, je disais c'est un peu ironique comme histoire parce que c'est comme si c'était la victime qui avait résolu son propre meurtre. Exactement. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que, mais je rejoins MPO, je trouve que c'est une belle histoire parce que la maman, elle a pu faire son deuil au final. Et je trouve que, alors même si moi je fais partie un peu des sceptiques, je trouve que ce cas-là, il est vraiment, mais même l'autre, il est vraiment troublant. Puis cette histoire de lettre qui arrive des années plus tard où le gars dit ouais c'est vrai j'ai tué Pépé et d'ailleurs mes complices c'était un tel. Et ils avouent en plus. Ils avouent et tout corrobore ce qui a été dit par Maria au moment où elle était entre guillemets possédée. Et elle était trop petite. Après, on pourrait inventer des thèses en disant que quand elle était jeune, elle assistait au meurtre peut-être de loin. Tu pourrais partir sur des trucs, mais oui, mais après, c'est pas très tu vois, ça serait pas très crédible, je trouve. Non, et puis il y a un élément qui me fait un peu rire et en même temps qui est incroyable, c'est quand elle prend la voix de Pépé, tu sais, qu'elle dit apportez-moi les clopes et qu'elle joue au cartes comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Maria? Oh ben, tu me sors un as ou pas? Belote. Non, mais franchement, tu peux pas rester de marbre et dire y inventer quoi que ce soit ou inventer de la télépathie. Enfin, je sais même pas avec qui elle a pu faire de la télépathie là. Ce serait quoi l'alternative si elle n'a pas vraiment été possédée par l'esprit de Pépé? Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme alternative? Qu'est-ce qu'un sceptique? Mais un sceptique pur et dur. Pur et dur, ouais. Qu'est-ce qui pourrait nous c'est ce que je te disais, moi. Peut-être que le sceptique, il pourrait te dire que elle a assisté au meurtre, elle a refoulé les images du meurtre, et au moment de l'adolescence où tu as les hormones qui chamboulent un peu tout est ressurgi, et par un effet de dissociation de l'esprit, elle aurait transformé sa voix, comme elle a assisté à différentes parties de cartes, etc., elle se serait approprié les choses, et c'est plus une dissociation de l'esprit. Ouais, mais même en admettant qu'il y ait cette explication qu'elle aurait été témoin du meurtre, etc. Alors déjà, est-ce qu'elle était sur le pont? Est-ce qu'elle était en dessous? Est-ce qu'elle a juste vu un homme tomber? Est-ce qu'elle a vu prendre le coup sur la tête? Léonard, tu demandes une explication de sceptique. Je te la fournis et tu me la démontes. Non, mais ce n'est pas très fair-play de ta part. Je te remercie de cette théorie sceptique, mais j'essaye d'aller au bout des choses et de comprendre comment on pourrait retourner ça. Donc, admettons, elle était en bas du pont, elle a vu Pépé se prendre un coup sur la tête et être balancée, soit. Elle transforme ça un peu plus tard, mais si elle avait vu ça, elle l'aurait nécessairement vu plutôt de loin, parce qu'en plus les 4 zozos, ils n'auraient pas voulu laisser de témoin. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas entendu Pépé parler, et surtout, ça n'aurait pas été suffisant pour elle, pour savoir qu'il buvait, il fumait, qu'il jouait aux cartes. Elle a croisé dans le village. On est sur un petit se faisait appeler Pépé. On est sur un petit village, tout le monde se connaît. Non, c'est pas il y a le PMU du coin. Non, quand tu vois la photo du fameux pont, je pense pas que ce soit un petit village. Ah, mais le pont, il peut être très grand et le village tout petit. Ouais, enfin, il y a 3 ou 4 voies auto sur le pont quand même. Hein.
Je sais pas, t'as demandé une théorie, je te la fournis. Je ne peux pas faire mieux. Là, mais encore une fois, je te Même, remercie de cette je ne théorie. peux pas hein, faire mais mieux. J'essaye de rester factuel dans la contre-proposition. Et je me dis que Je n'en vois pas d'autre. cette théorie potentielle des Ah oui, non, sceptiques, il y a elle tient pas pas la route. Le sceptique dirait ça, le scientifique pourrait dire que finalement elle en a profité pour une opération nocturne chirurgicale. Ils lui ont implanté le cerveau de Pépé, C'est peut-être. Et encore, il y avait un trou béant dans son crâne, donc on peut imaginer que le cerveau devait être pas mal abîmé. Hein. Ouais, non, c'est là tout corrobore pour. Non, là, on ne peut que valider Eh oui. le cas de encore possession bienveillante. Mais oui, c'est ça. Et justice. Et justice est rendue. À la limite, c'est le seul aspect positif de cette histoire-là. Si on devait convaincre un sceptique d'y croire, c'est de se dire, bah, en fait, finalement, si ça a pu aider une famille, du coup, à faire son deuil, et qui est finalement une justice divine ou post-mortem qui consisterait à donner des réponses à des gens qui n'en ont pas, bah, écoutez, tant mieux, laissons-nous guider alors. Et je me demande l'état de Maria après, parce qu'elle se rappelle de rien, ça lui est plus jamais arrivé. Est-ce qu'elle a conservé quand même une forme de séquelle, un Ou des traumatisme? traces quelconques. On parlait un peu plus tôt de la transmission des gènes, du Ouais. traumatisme, etc. Est-ce que peut-être dans sa famille par la suite, il y a eu d'autres épisodes similaires? Est-ce qu'il en est resté des traces perturbantes? Tu veux dire des revenants qui se seraient fait tuer et qui reviendraient dans la famille posséder les descendants. Ah, c'est un truc Ça de serait famille, vraiment j'aime à un résoudre truc les de meurtres famille. en se faisant Ça serait posséder. vraiment un lourd héritage. Après, C'est comme l'hypnose, tu vois. Les gens qui sont hypnotisés sur une courte période, quand ils se réveillent, ils ont aucun souvenir, ils vont bien, ils se disent ah bon bah bon, non. ouais. Ils sont juste engourdis là. J'imagine que c'est pareil, mais sauf que l'épisode est un peu plus long. Là, c'est fort parce que l'âme Le Pépé. de Pépé, il est quand même revenu, mais pour un peu comme une vengeance de l'au-delà. Et en même temps, ce qui est étonnant, C'est c'est dingue. qu'il ne donne pas les noms de ses bourreaux. C'est vrai. Non, attention, faut que tu fasses attention parce que là, tu as accrédité, là, tu prêches pour les sceptiques. Fais attention, Tu vas basculer. tu vas basculer, Léo. Mais j'essaye de prendre du recul et d'apporter des éléments objectifs. Peut-être qu'il n'a pas pu, s'il a été vraiment frappé par derrière, à coup de, il est peut-être subitement tombé inconscient et que du coup Il n'a n'était eu le pas temps sûr de qui a porté le coup. Voilà, c'est ça. Oui. Ou peut-être que quand tu es un esprit, tu n'as pas souvenir de tout, parce que tu as besoin de beaucoup d'énergie pour passer peut-être du monde spirituel au monde réel et Il de se posséder. rappelait de ce qui Il se s'était rappelle, passé, mais voilà, pas de qui. mais pas en détail. Ouais, peut-être. Donc il y a peut-être cette histoire, ça doit prendre, enfin, moi je suis pas un esprit, du moins j'espère qu'on n'est pas dans la matrice en tout cas, mais je pense que ça doit prendre beaucoup d'énergie de passer d'un monde à l'autre quand même. On n'est pas à Halloween tous les jours surtout, voilà, le 31 c'est vrai que les frontières s'amenuisent entre le monde des morts, le monde des vivants, mais là c'était pas Halloween, c'était pas le 31 Et octobre. puis en c'est tout cas. pas un démon, c'est l'esprit C'est pas un d'un démon, défunt. donc il faut peut-être beaucoup d'énergie et tu ramènes peut-être pas tout la mémoire que tu avais au moment du décès. Donc, Ou alors, encore une fois, dans la mesure où il avait pris un coup sur la tête avant Oui. de mourir, peut-être qu'il y a des, il se rappelle pas plus. des séquelles post-mortem où son esprit a des trous. Hmm. Comme son crâne, son esprit a des trous qui font qu'il ne se rappelle pas de tout. C'est possible. Peut-être. Ou alors, si on est sur une explication divine, peut-être que dans l'autorisation qu'il lui est donnée d'aller faire justice dans le corps de sa pauvre petite, c'est de dire par contre, tu ne balances pas tes geôliers, ce sera à eux de le faire, tu dois décrire la situation, mais tu ne dois pas, du coup... Tu vas favoriser la résolution de ton meurtre, mais tu ne dois pas donner la clé. C'est ça. Et ça pourrait faire une série télé, toi. Après Medium et Charmed, Possessed. Voilà, le mec il résolve. Après, les il y a, meurtres, tout ça. comment elle s'appelle, c'est l'avocate, là, Drop Dead Diva. Ouais. Elle ne peut pas dire qu'elle est dans le corps de Jane. Ghost Donc, Whisperer. Eh ben, alors figure-toi qu'on en a parlé de God Whisperer Ghost dans un Whisperer. précédent Encore autre épisode. chose. Ouais, ok. Parce que là, dans Ghost Whispered, il Elle se est pas souvient. possédée. Non, Elle n'est pas utilise- possédée, elle Non, utilise tout à son fait. don de médiumnité. Ouais, c'est ça. Donc on en a Avec parlé. brio, Oui. avec brio, Jennifer. On est content que tu fasses référence à Oui. ça. Oui. Surtout moi. J'ai une admiration pour Jennifer Ouais, c'est Sanborn. partagé.
après avoir parlé de possession par des défunts, maintenant on va aborder un dernier cas. Le côté démoniaque. Peut-être. Possession ammoniaque. Alors celle-ci, elle est un peu plus connue. On va pas dire les noms tout de suite. Peut-être qu'on va voir si ça vous évoque des choses au fur et à mesure. Une fois de plus, nous allons faire un bond dans le temps, pour nous projeter cette fois en 1981. Nous sommes en hiver, au mois de février. La neige recouvre de son tapis blanc les trottoirs, et les gens préfèrent hiberner sur leur canapé, un plaid sur les genoux et une tasse de chocolat chaud dans les mains, plutôt que d'arpenter le bitume. On les comprend puisqu'aujourd'hui encore nous faisons de même. Nous sommes à Monroe, dans le Connecticut, et la plupart des habitants sont habitués au froid dévorant. Au froid et à l'ennui. À Monroe, la seule vie qui les attend est celle que leurs parents et leurs grands-parents avant eux ont déjà connue. Une vie monotone où un jour suit l'autre et où rien ne sort jamais de l'ordinaire. Une vie sans surprise et sans promesse, si ce n'est celle qu'il n'y a rien de plus à espérer que ce qu'elle offre déjà. Mais en ce jour du 16 février, la vie des habitants de Monroe va prendre une tournure inattendue. Une odeur de crime va emplir l'air. Et le sang, épais et poisseux, va teindre la neige en rouge. 4 coups de couteau vont trancher l'atmosphère d'ennui qui étreint Monroe depuis des années. Au lieu de vaquer à leurs mornes occupations, les habitants vont se mêler et s'occuper d'une affaire sordide. Une affaire comme on n'en a jamais connue, puisqu'il n'y a jamais eu de meurtre dans la ville de Brookersfield, dans le comté de Monroe. Ce n'est pas que le crime n'existe pas là-bas. Mais la police locale a plutôt l'habitude de ramasser de pauvres gars éméchés au bord du caniveau, dont la dernière biture les a envoyés renifler les plaques d'égout. Mais cette fois, personne ne pouvait s'attendre à découvrir l'identité du meurtrier. Et pour cause, c'est le diable qui a fait le coup. Mais avant de nous intéresser aux circonstances qui ont conduit à ce drame, il nous faut revenir quelques mois en arrière, sous le soleil chaleureux de l'été, près de la ville de Brookfield, là où réside la famille Glatzel. La fille de la famille, Debbie, vient de trouver la maison de ses rêves pour emménager avec l'homme de sa vie, Arne Johnson. Cheyenne, comme ses amis l'appellent. Elle est jaune avec des volets vert olive, et elle ressemble à une maison de poupée. Les locataires précédents ont laissé leur lit à eau, et toute la famille se jette dessus à tour de rôle pour se laisser porter par les remous. Toute la famille, à une exception près. Le jeune David, âgé de 12 ans, n'ose pas s'allonger. Son surpoids l'embarrasse et il a peur d'avoir l'air ridicule s'il se laisse tenter par ce jeu. Alors il attend que tout le monde ait quitté la pièce et que l'idée même de ce lit, de ce matelas à eau, ait abandonné leur esprit. Et quand il est certain que chacun est trop loin pour faire attention à lui, il se rend dans la chambre, prêt à essayer ce nuage aquatique. Ce qu'il va y découvrir va cependant changer la vie de toute la famille d'une façon qu'aucun lit à eau ne pourrait le faire. David va tomber nez à nez avec un homme aux yeux noircis, au regard de braise et à la peau rugueuse et légèrement rougie, habillé d'une paire de jeans et d'un t-shirt en lambeaux. L'homme le fixe de façon insistante, puis finit par lui lancer « Méfie-toi » avant de disparaître. Terrifié, David ne sait pas comment réagir. Mais le pire reste à venir, car ce n'est que la première visite de l'étrange individu. Le soir même, l'homme se présente à nouveau devant David, et cette fois, il ne porte pas de chaussures. Et comment aurait-il pu en porter alors que ses pieds n'en sont pas et qu'il ressemble davantage à des sabots ? Sa peau semble avoir été brûlée, et il fixe David d'un regard empli de haine, un regard qui semble annoncer un funeste destin. La famille Glatzel prend très au sérieux l'histoire de David. Comment pourrait-il en être autrement quand le garçon, jusqu'alors timide et d'une nature gentille, se met à hurler des obscénités en pleine nuit et à se battre contre des démons invisibles qui essayent de l'étrangler. Impuissante, la famille va vivre un enfer qui va durer plusieurs jours. David menace ses parents, crache sur sa mère, essaye d'attaquer sa grand-mère avec un couteau. Les nuits sont longues et éprouvantes, le danger est omniprésent et infatigable. Contrairement aux habitants de la maison, ils prennent la décision de dormir durant la journée pour lutter contre le mal la nuit. Le désespoir et la confusion s'emparent de la demeure et chaque membre est pris à partie. Debbie dira elle aussi avoir été attaquée par une présence étrange en pleine nuit. Finalement, Judy, la mère, qui s'intéresse déjà au surnaturel, prend contact avec Ed et Lorraine Warren. Le verdict du couple tombe tel un coup près, extrêmement rapidement.
Il ne s'agit pas d'un cas de hantise. Non, le mal qui accable David est plus puissant, plus pervers, plus malfaisant que ne pourrait l'être le pire des fantômes. Un prêtre de la paroisse Saint-Joseph va se lancer dans plusieurs exorcismes mineurs et les Warren vont pouvoir déterminer qu'au moins 42 démons et un diable ont pris d'assaut le corps et l'esprit du jeune garçon. L'évêque local, soupçonneux, refuse qu'un exorcisme formel soit pratiqué, restant sourd aux appels de la famille. Le refus aurait fait suite à la décision de la famille de ne pas soumettre David au test psychologique préalable exigé par l'Église avant d'autoriser un exorcisme, les fameux tests dont on parlait tout à un petit l'heure. peu plus tôt. Judy conteste cette version. David a vu un psychiatre qui a été payé par la famille elle-même à raison de 75 $ de l'heure. On ne plantera pas d'aiguille dans le corps de mon fils, ajoute-t-elle. Si l'Église croit en Jésus-Christ notre Seigneur, elle doit bien croire à l'existence du diable. Cheyenne Johnson, qui vit avec la famille, croit David depuis le début. Il va provoquer le diable à plusieurs reprises. S'armant d'un crucifix, il va lui faire face en criant « J'ai pas peur de toi, viens en moi, prends-moi moi si tu l'oses !» Les semaines passent, sans qu'aucun progrès ne semble être fait. Les feuilles des arbres voltigent et habillent le sol, alors que la douceur du soleil d'été laisse la place à l'automne. Debbie et Cheyenne vont dans la maison de leurs rêves, celle dans laquelle ils n'ont finalement pas emménagé. Cheyenne fixe la fenêtre quelques instants sans rien dire. Puis il lâche. Il est là. La bête est là. Puis le silence emplit l'air. Un silence plus froid que le vent de l'automne, qui glace Debbie jusqu'aux os. La jeune fille sait qu'il est trop tard. Le diable est entré dans son petit ami. Cheyenne va commencer à adopter une attitude étrange, blasphémant durant la messe, se réveillant la nuit pour lutter contre des forces invisibles à son tour. Mais c'est le 16 février que tout va basculer et que le diable va faire de lui son bras armé. Entre l'automne et cette journée funeste de février, Debbie va commencer à travailler dans un chenil, auprès d'Alan Bono, un homme de 40 ans, bavard, dont le sujet de discussion favori est lui-même. Il parle de ses voyages, de ses expériences, et décrit une vie d'aventure qui contraste avec le quotidien morne et ennuyeux des habitants de Monroe. Il est à la fois jovial et grossier, incompétent et charismatique. C'est un fêtard qui emporte tout dans son sillage, et les gens n'ont d'autre choix que de le suivre dans ses aventures, car son aura est trop forte pour être ignorée. Seulement ce 16 février 1981, Bono va boire un peu plus que d'habitude. Il va mettre la musique un peu plus fort. Il va insister davantage pour que les filles restent avec lui. Et il va agacer Cheyenne un peu plus. Alors que Bono agrippe le bras une enfant de 9 ans, Cheyenne va se lancer sur lui et en un éclair lui asséner 4 coups de couteau. Il aura suffi d'un instant pour qu'Alan Bono quitte ce monde, poignardé avec violence telle qu'il lâchera son dernier souffle avant même de s'écrouler contre le parquet. « C'est le diable qui m'a poussé à le faire », déclara Cheyenne Johnson. Il sera condamné à une peine de 10 à 20 ans pour meurtre. En 1985, il épousera Debbie en prison, puis sera libéré au bout de 5 ans, en 1986 pour bonne conduite. À ce jour, Arne Cheyenne Johnson continue de clamer son innocence. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce dossier, vous pouvez lire le livre « Le diable dans le Connecticut » ou regarder le documentaire de Netflix The Devil on Trial, le procès du diable. Je crois aussi que le film The Conjuring 3 traite de cette affaire, mais ça je laisse à Fred le soin de le confirmer, et peut-être à P.O. qui a vu ce film. Non, je pense pas, il aime pas les films d'horreur, donc j'ai des doutes. Non, je confirme, c'est la même histoire. C'est la même histoire, mais c'est beaucoup plus romancé, comme on l'a déjà expliqué sur sur les époux Warren, c'est beaucoup plus romancé et en fait il va pas en prison à la fin, il est libéré parce que Ed et Lorraine Warren arrivent à démontrer que c'est le diable qui l'a fait, et en fait c'est même pas un diable, c'est une femme qui met des espèces de petites, je sais pas comment on appelle ça, de statues totem, et qui envoûte en fait ce pauvre homme pour lui faire des choses, pour que un démon lui donne
la vie éternelle. Mais ils ont tout changé. Ils ont beaucoup changé de choses, mais l'histoire, la base est la même. La fille travaille dans un chenil, il provoque le démon parce que c'est le frère de sa petite copine qui est pas du tout gros d'ailleurs, qui est très mince dans le film. Ah bah alors ça, parce que quand on C'est, regarde les articles de l'époque, etc., il y a des photos du fameux mais- David Glatzel à l'époque, et effectivement il était bien costaud, parce qu'il y a des elle photos a pas avec du le tout. couple Warren, où il est aussi grand qu'eux à 12 Ben ans là, et baraqué. mais alors là, pas du tout. Ah ouais, et parce que dans le C'est de la documentaire de grossophobie Netflix, presque. dans le documentaire de Netflix, on le voit, adulte, Mhm. il témoigne, et il a gardé son embonpoint. Hein. Et là, dans le film des Conjuring 3, il est mince, il y a toujours ce matelas à eau, et effectivement, son beau-frère le provoque quand il est Possédé. possédé, et il rentre en lui. Alors, pas tout à fait comme ça, c'est suite à une espèce d'exorcisme. Mais ne dévoile pas tout parce que je pense qu'il faut que je le regarde maintenant. Ouais, il faut le regarder. Il est sympa, le film est sympa, mais quand on regarde, quand on voit ce qui a été la vraie histoire, c'est beaucoup romancé. Oui, parce que après, il y a certains membres de la famille qui ont dit que déjà le couple Warren n'avait pas fait grand-chose dans cette histoire. Comme d'habitude. Ils n'étaient pas spécialement héroïques, contrairement au film. Ah, bah oui. Et quand ils évoquaient le fameux livre qui est sorti peu de temps après, sous l'initiative du couple Warren, ils disaient que le mot d'ordre c'était il faut que le public, que les lecteurs aient peur, c'est ça qui fait vendre. Donc on sent cette volonté de romancer, d'en rajouter, de créer du sensationnel. Bah, là, ils ont déformé l'histoire, mais après, il y a des éléments qui sont qui corroborent l'histoire. Mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant. En plus, dans un film entre guillemets d'horreur, on aime bien que ça finisse bien, donc ça finit bien. Ouais, enfin, il y a quand même ce pauvre mec qui s'est fait poignarder. Oui, mais là, alors il s'est fait poignarder, mais c'est pas le personnage principal qui le poignarde et ça finit bien. Donc, il faut toujours une fin heureuse dans les films, as-tu remarqué? Il y a très peu de films d'horreur qui finissent mal. Il y en a un certain nombre, Oui, hein. mais The ça finit. Descent, Eden Lake. Alors, The Descent, ça dépend quelle version tu prends. Parce qu'il y a une version dans The Descent où elle arrive à sortir. Donc, ça dépend, il y a des versions alternatives à beaucoup de films. Alors, Donc, en fait, dans les deux versions, parce que j'ai vu les deux versions de The Descent, il y a la version où on pense qu'elle sort. Ouais, mais on spoil là. Oui, mais c'est un vieux oui, film. mais grave. c'est un vieux Moi, film. Et C'est- puis PO, ça va peut-être lui Non, donner c'est de pas- voir des films d'horreur. Moi, là, j'en ai oui. vu un quand même, c'était The Cube. Ah, Et du coup, le cube. Ouais. C'est plus Et la limite, science-fiction. Ouais. C'est plus voilà. science-fiction Ouais, qu'horreur, même s'il y a un peu de gore, il y a un Oui, peu, parce donc- qu'ils meurent les uns après les c'est autres. brutal. dans le Les cube. morts sont brutales. Oui. C'est vrai. Ouais. Donc on pourrait dire que c'est. Mais The Descent, J'ai réussi. Voilà. Mais The le- Descent, il te plairait pas, à mon avis, parce qu'il est angoissant. Oui, c'est ça. Mais Moi, oui, il y a une fin dans laquelle on pense qu'elle s'est échappée, et puis on voit qu'en fait, elle a imaginé Oui, qu'elle elle a s'échappait. imaginé qu'elle s'est échappée, c'est vrai. Et Oui, il y parce a- qu'à la fin, on la voit ça, à côté du feu. Voilà, c'est ça. Où elle s'imagine avec le gâteau d'anniversaire de Mm. sa fille, etc. Et ça, c'est la vraie fin. Et après, il y a une autre fin où elle est censée s'échapper. Et cette fin, ils l'ont faite parce qu'ils voulaient faire une suite. D'ailleurs, il y a eu un The Descent Oui. 2 qui est sans queue Qui ni est tête. une dog. Et qui est sans queue ni tête, puisque la fameuse T'es plus copine sympa qui... que moi, toi, hein, au final, sur les critiques. Moi, j'appelle ça une grosse daube. Personnellement, c'est le. Non, Alors, mais- The Descent, ça m'a pas laissé non plus un souvenir Ah, impérissable. si, le premier, mais il est chouette. le premier, je l'ai trouvé angoissant, donc j'avais bien Il y a aimé. une vraie atmosphère, les personnages Mais sont le 2, intéressants. c'est une daube sans nom, ça veut rien dire. Le deux, C'était pour surfer sur la vague du succès. On peut l'éviter. On peut même l'oublier, je Par dirais. contre, si vous voulez vraiment être traumatisé par un film d'horreur qui non seulement est plutôt violent, mais qui finit très très mal, et avec une fin où tu y repenses même des années plus tard, c'est Eden Lake. Tu l'as vu toi, Fred, Eden Alors Lake non, Ça je l'ai parle pas- pas du tout de possession, Non, par contre. je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Il est Mais- traumatisant. Et il y a Green Inferno aussi, qui est assez particulier, Je ne l'ai pas vu. sur le cannibalisme. Donc voilà. Et il y en a un où Les films avec les cannibales, ça finit rarement bien. ça finit rarement bien. Et il y en a un qui se passe sur une fête où il y a eu un remake, The Vickerman ou un truc comme ça. Ah, avec Nicolas Cage. Oui.
Oui, ça finit pas très bien non plus. Non, ça finit pas Ni bien. l'original, Ni ni le remake. l'original est pire que le remake. Après, plus récemment, Hereditary, ça finit pas spécialement je l'ai bien pas quand vu. même. Je n'ai pas encore vu celui-là. Il fait partie de mes futurs films à voir. Ouais, c'est pas dans les films d'horreur, c'est quand même un peu moins fréquent. Oui. Les happy end. Oui. Et là, pour la vraie histoire, bon, ben, Alan Bono, Ouais, il il est prend mort, 10 ans, mais bon, après, Cheyenne, il a plus jamais fait de mal à personne et il a pu se marier. Et bon, C'est ça qui est surprenant, c'est que du coup, ces actes de possession, ça se stoppe du jour au lendemain. À partir du moment où il a poignardé l'autre, c'est fini. Et puis tout le monde dit que dans la réalité, ça n'était pas son caractère d'être violent, de faire du mal aux gens. Puis il avait l'air plutôt dans l'empathie parce que il se prend d'affection pour ce jeune garçon là, son beau-frère entre guillemets, et il y croit à l'histoire de possession. Et tout en y croyant, il provoque ce qu'il pense être le diable, quelle que soit la réalité des choses, et il est prêt à risquer sa propre vie. Donc on a une personnalité complexe. Moralité, faut jamais provoquer le diable. C'est ce que nous ont dit les époux Warren. Comme quoi, je pourrais être comme Ed et Lorraine Warren. Pas besoin. Moi, je commence à soupçonner que ton obsession pour eux et cette espèce de rancœur, elle est presque personnelle. Non, et j'ai il y pas a une forme de vendetta Pas qui du tout. peut-être trouve son origine dans une jalousie sous-jacente. Non, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils se sont beaucoup payé la tête des gens et ils ont acquis une notoriété qui était que de la fumée. On le voit bien, ça fait 2 ou 3 fois qu'on parle d'eux. Ils n'ont jamais rien fait de probant. Alors certes, soi-disant, Lorraine Warren, c'était une médium d'une puissance extraordinaire, mais au final, on s'aperçoit que c'était du vent. Quand on a vu dans les dossiers sur les médiums qu'il y avait beaucoup de charlatans, Ben oui, et d'escrocs, bien sûr. et ils Oui. sont de ce Eux, moule-là. ils sont de ce moule-là, alors que... Mais ils ont réussi à bien se vendre, puisque Oui. là on a tous les films qui les montrent comme des gens extraordinaires, avec des pouvoirs incroyables. Moi, je les prends pour ceux qui sont. C'est des personnages d'un scénario qu'ils avaient déjà écrit. Et là, C'est des commerciaux, ils ont réussi C'est à vendre ça. une image, à créer Et du oui. rêve. Ils ont fait un concept. À partir de C'est ça. cauchemars, ils ont créé du Oui. rêve. Pour moi, c'est les époux Warren, et j'espère que leur fille ne sera pas trop vexée. Pour moi, c'est un concept. Oui, Et parce ils ont vendu du qu'apparemment, on a concept. la fille des époux Warren dans nos auditeurs. Voilà, on ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais. Non, mais c'est vrai, hein, quand on regarde les statistiques d'écoute, on a un peu de public aux États-Unis, à Singapour aussi, et au Canada. Incroyable. On ne sait jamais. On peut avoir la fille des époux Warren, donc Ça, je ne veux pas la vexer ni être discourtois avec ses parents, mais je doute beaucoup. Sorry, daughter of Je doute. the Warrens. C'est peut-être la fille de Warren Buffett. Parce que c'est Buffett froid. Ça se peut. Qui sait? Il y a plusieurs Warren. Merci pour ce trait d'esprit. Voilà. On espère juste que Fred ne va pas s'étouffer maintenant. Mais je vais vous parler quand même parce que je résiste pas à la facilité, tu sais, tu le sais. Je vais quand même parler du Vas-y. film de l'Exorciste. Vas-y, reparle-nous-en. Parce que on ne peut pas parler, on ne peut pas faire un podcast et un épisode sur les possessions sans parler de lui. C'est vrai. Ça serait pour moi une hérésie. Donc le film L'Exorciste, c'est une adaptation cinématographique du roman éponyme de 1971 écrit par William Peter Blatty. Ce dernier s'inspire d'un véritable cas d'exorcisme de 1949. Donc je vous fais un court résumé, parce qu'il est tellement connu ce film, donc c'est un très court résumé d'une ligne ou deux. Le film raconte l'histoire d'une adolescente, Regan, possédée par un démon. Elle subira un exorcisme fait par 2 prêtres. Et je ne vais pas aller plus loin. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on ne sait jamais s'il y a encore... Par exemple, P.O., tu ne l'as pas vu. Oui, mais on a tous des images. On a tous figées des de images. ce Je film-là. ne vous dirai pas la fin. Peut-être mettre Et moi, je des ne l'avais lignes, pas vu quand on a commencé le podcast et je l'ai regardé. Ah, tu l'avais vraiment pas vu? je l'avais- ah, bah, je incroyable. ne suis Toi qui pas es un fan de- menteur. D'accord. Non, non. Non, mais toi qui es fan de films d'horreur. Oui, mais comme je disais un peu plus tôt, moi je m'y suis mis
plus sur le tard que Fred, ce qui fait que j'ai moins vu de classiques que lui. Ouais, moi, je suis très classique dans mes choix de films d'horreur. Donc, C'est-à-dire, par exemple, moi, le samedi soir avec mes parents, je regardais Babar, roi des éléphants, lui, il regardait L'Exorciste. Voilà. Oui, voilà, c'est... moi, j'ai regardé Amityville très tôt, ce genre de choses. Et Freddy. d'ailleurs, dans l'article de journal sur lequel on s'est principalement basé pour évoquer l'histoire de Cheyenne Johnson, Mhm. et quand il parle des époux Warren, hein, parce que c'était un article du journal d'époque, hein, quand le procès était encore en cours, enfin ça a été la source d'infos principale qu'on a utilisée, il parle d'Amityville, quand ils évoquent le couple Warren, ils disent Oui. le fameux couple qui Oui, vient parce à que- peine d'enquêter sur parce l'affaire que Amityville. Amityville, ça a été l'affaire qui les a un peu propulsés sur le devant de la scène suite au meurtre des DeFeo. Et suite au départ de la famille de la maison, mais parce qu'ils sont allés faire une séance, et c'est d'ailleurs la scène d'ouverture, la séance à Amityville, c'est la scène d'ouverture de Conjuring 2. Ça s'ouvre sur la séance de spiritisme qu'ils font à Amityville, où elle prend justement... là, on peut dire qu'elle est aussi possédée, parce que comme c'était une médium aguerrie, tu la vois où la scène est... Par contre, ça, c'est bien fait, parce qu'on voit Lorraine et on voit le jeune DeFeo assassiner sa famille, et il y a des allers-retours entre le moment où il tue toute sa famille et elle, et elle fait même le geste avec le fusil à pompe, ou je pense que c'est à pompe, parce qu'elle fait comme ça, et du coup, là, c'est vraiment bien fait pour... je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Ça donne le ton du film. Donc, Et d'ailleurs, ce que tu nous décris là, ça nous rappelle que quand on était sur les dossiers de médium et qu'on développait les types de médium, on parlait de ce phénomène de possession, aussi chez certains médiums quand ils sont en transe. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie connexion entre les deux concepts. Mais en fait, quand on va creuser dans les dossiers de Ed et de Lorraine Warren, on s'aperçoit qu'ils ont fait pareil. Hein. Ils ont fait venir les journalistes. S'ils sont restés 1 heure, c'est bien. Ils ont déclaré qu'il y avait un méchant démon dans la maison. Ils sont partis. Et d'ailleurs, tout le cas Amityville prête quand même des fois, pas à sourire, mais un peu à questionnement. Donc revenons à notre exorcisme. Allons-y. Le film est connu pour être le film d'horreur par excellence. Il est sorti en 1975 aux USA. Il a récolté, et ça c'est un vrai chiffre, plus de 2 milliards d'euros dans le monde entier, en comptant toutes les suites et tous les dérivés que ça a pu créer. L'histoire vraie derrière le film est celle de Robbie Mahen. Robbie, âgé de 14 ans, il est élevé par sa mère qui est débordée, elle est C'est seule. un garçon en vrai. C'était un garçon, tout à fait. Il est très proche par contre de sa tante. Et cette dernière utilise une planche de Ouija, dont on a déjà parlé dans les autres. Décidément, il y a de la récurrence dans le surnaturel. Et cette tante, elle enseigne son utilisation au petit Robbie. La tante, malheureusement, décède. Robbie est en pleine déprime, il est ravagé puisqu'il était très proche de sa tante. Il tente de communiquer avec elle à l'aide de la fameuse planche Ouija. Et c'est là que tout dérape. Quelque temps après, des manifestations étranges commencent, des bruits, des grattements, donc ça le réveille, ça perturbe le sommeil, il entend des bruits que seul lui peut entendre. Suite à la mère, elle est quand même inquiète pour son fils, elle se dit peut-être qu'il y a des rats, des souris, elle fait venir un dératiseur, mais malgré tout, les grattements et les bruits se poursuivent. Pire, les objets dans la maison se déplacent. Les manifestations vont aller en crescendo, le lit va vibrer, les objets vont voler, s'éclater sur les murs, et là le comportement de Robbie change, il devient sombre, inquiétant, et des ecchymoses apparaissent sur son corps. Les parents donc font appel à un psychologue, parce qu'elle pense qu'il est un peu pas bien, mais
Mais ça va pas du tout. En fait, les scientifiques ils font chou blanc, ils lui font passer une batterie de tests, rien ne sort, rien ne sort. Donc il se tourne vers un pasteur de la paroisse le pasteur il est vachement sympa. Il héberge Robbie une nuit pour voir si vraiment il y a des manifestations. Et là, le pasteur il est témoin, il voit les meubles qui se déplacent à nouveau et que le comportement de Robbie n'est pas très sympathique envers lui. Il le malmène, il lui dit des obscénités. Donc le pasteur est quand même très convaincu de la possession et il tente un premier exorcisme qui reste sans effet. Là, le pasteur, il conseille aux parents de se tourner vers l'église catholique. C'est ce qu'on disait un peu en introduction au tout début de notre épisode. Et c'est le père Albert Hugues qui prend le relais et dès sa rencontre avec Robbie, il confirme la possession. Le cas de Robbie empire. Le prêtre Hugues fait interner Robbie dans un hôpital jésuite où il est sanglé tellement il est violent. Durant 3 semaines, plusieurs prêtres vont réciter des prières et retenter des exorcismes et rien n'y fait, il est toujours possédé. De guerre lasse, il décide de baptiser Robbie et là, le miracle fait que Robbie demande au démon avec sa propre voix de le quitter et grâce au baptême, il est délivré du démon. Robbie rentre chez lui quelques jours après, sans se souvenir de ce qui s'est passé précédemment. Et qu'on y croit ou pas, et c'est ce qu'on disait, un fait demeure, les prêtres exorcistes existent encore, et il y a même, ce qu'on disait au tout début du podcast, une école de formation des exorcismes. Donc la question qui se pose, et qu'on pourrait poser peut-être soit en conclusion, pourquoi maintenir quelque chose qui peut-être n'existe pas. Eux, ils doivent croire que ça existe. Je suis convaincu que ça existe aussi. Sur ce côté-là, je suis pas très sceptique. Ouais, effectivement. Je suis très open sur ce côté-là. Il y a des choses comme ça dans le paranormal où je suis très ouvert et je crois vraiment à la possession. Si on admet qu'il y a un Dieu, il faut vraiment qu'il y ait... c'est comme tout, il y a une antithèse à tout. Il y a les gentils et les méchants. Et ben, s'il y a un Dieu, il y a un diable. Et ne pas le provoquer et ne pas jouer, je le répète. Comme tu dis, toi. Oui. Et ne pas jouer avec les planches Ouija, ne pas tenter le diable. On le dit tout le temps, c'est la sagesse populaire. Elle ne sort pas du chapeau, la sagesse populaire. Il ne faut jamais tenter le diable. Non, il ne faut pas parler dans son chapeau, il ne faut pas insulter le diable. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le coup là, parce que faut pas jouer avec le feu aussi, on pourrait dire tout simplement. C'est pareil. C'est la même tout logique. À fait. Oui. Sauf que là, c'est d'autres choses qui vont s'exprimer, mais effectivement, là, en tous les cas, on peut être sur les 3 cas qu'on a pu survoler, enfin, pas survoler, même rentrer en profondeur, mais on peut voir qu'il y a des évidences qui font que, en tous les cas, des arguments irréfutables qui nous laissent à penser que il faudra perpétuer la tradition de formation des prêtres exorcistes. Ne serait-ce que par prudence. Par prudence et par bienveillance pour ceux qui y croient. Je vais vous faire rire, je n'ai jamais vu L'Exorciste la nuit. Ouais. C'est un film que moi je me souviens d'avoir eu des reportages sur le film quand il est sorti. À l'époque, après il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Les gens sont sortis de la salle, étaient très traumatisés, ça a été très violent pour beaucoup de gens. Et je n'ai jamais osé le regarder la nuit. Je le dis, je n'ai pas honte de ne pas être courageux. Je ne l'ai jamais regardé la nuit, même quand il passe à la télé. Ouais. Il passe rarement à la télé. Le peu de fois qu'il passe, il passe très tard. Je ne le regarde jamais la nuit. Ah, parce que moi, quand je l'ai regardé, j'avais éteint les lumières. C'était la nuit, j'avais éteint les lumières, j'étais posé sur mon canapé comme ça, concentré. Alors ça, je suis moins courageux que toi, parce que moi, je ne le regarde même pas. Pour l'instant, ça n'a pas donné envie d'ouvrir les portes du cinéma d'horreur. Au moins, il est honnête. Il est honnête. Je le préserve, c'est tout. Le film de possession qui m'a beaucoup plu, que je peux regarder la nuit, celui-là, c'est Emily Rose, l'exorcisme d'Emily Rose, Je ne l'ai pas vu. qui est assez impressionnant. Il est aussi basé sur une histoire vraie et le film est assez intéressant parce que il part du procès du prêtre
et des parents qui sont accusés de mauvais traitements, puisque les exorcismes, elle a subi énormément d'exorcismes et qui ont abouti à la mort de la jeune fille, donc d'Emily Rose. Mais en fait, il est fait de telle façon que on a des flashbacks pour arriver jusqu'au moment Donc, où... c'est pas une chronologie linéaire. Exactement. Et je trouve que d'inverser les choses comme ça donne vraiment une lecture très intéressante du film. Et je le conseille. C'est un très bon film Mais sur en la parlant de possession. possession, je suis en train de me dire, parce que ça me fait penser à plein de choses, là, tout ce qu'on est en train de dire. Alors déjà, anecdote personnelle sur le fait de regarder des films dans le noir. Donc ça devait être en 2007-2008. Donc j'étais tout seul dans mon appartement, parce que ma femme était partie pour passer un concours ailleurs et tout. Et je me dis, tiens, ce soir, je vais me détendre un peu devant un petit film. Et je mets le film espagnol Rec. J'aime beaucoup. Qui Et n'est pas tout à fait un film de possession. alors, attends, on va y revenir, mais juste l'anecdote. Et donc, j'étais en train de regarder le film qui est assez intense. On en a parlé déjà d'ailleurs, de Rec. Tout à fait. Et d'un coup, j'entends dans l'appartement, donc je le regardais avec les lumières éteintes, bien sûr, et j'entends BOUM dans l'appartement. Et là, j'ai fait un bond, j'ai sauté par-dessus le canapé, je pense, donc vite j'avais ma lumière. Et en fait, c'est parce qu'on avait à l'époque un lapin et un cochon d'Inde, et ils étaient en train de consommer. D'accord. Et comme ils étaient en train de faire ça, de se lancer dans des ébats fougueux, ils avaient fait tomber une partie de la cage, et c'était ça qui avait créé ce boom monumental. Et après, j'ai regardé le reste du film avec une petite lampe allumée dans le coin. Pas si courageux que ça jusqu'à la fin. Hein. Ah, ben là, il y avait un contexte en plus. Alors, Mais alors, il y a une forme de possession dedans. C'est une possession au départ qui fait. Non, c'est un virus en fait. C'est un virus Il me sur semblait Rec. que quand C'est il plutôt trouvait un la film fille qui sera- dans le grenier, elle était enfermée parce qu'elle était possédée. Et tout. Non, c'est parce que c'est un virus et ça Ah se ouais rapproche plus du film de zombies. Oui, ça je suis d'accord, mais Mais ouais, c'est il me vraiment semblait- un virus il me semble dans vraiment mes qu'il y avait aussi une souvenirs. notion de possession. Non, Et il je me ne semble l'ai pas pas. revu depuis, cela dit, donc je suis peut-être complètement dans Après, l'erreur. ça a donné plein de suites. Ouais, ça je sais, mais il me semblait qu'il y avait une notion d'église, qu'on voyait des éléments religieux. Oui, mais- parce qu'on mais est en encore une Espagne, ne l'oublions pas. Encore une fois, je l'ai vu à l'époque en 2007-2008, donc ça remonte à il y a 15 ans, donc je peux complètement être à côté de la plaque dans la façon dont je me rappelle. Non. C'est pas dans The Ring aussi qu'il y a ce type de possession, non? Alors Ring, c'est pas non, de la c'est la possession. cassette vidéo, c'est la une- cassette qui C'est de la hantise Oui. pour le coup, d'accord, Ring. ok. et c'est la cassette qui est maudite et si on la regarde. Et le On meurt fantôme 7 de jours après. Sadako, Ok, enfin c'est je me la rappelle plus fatalité. comment elle Oui. s'appelle La dans le malédiction, remake, alors. mais... Ok. Moi, j'ai vu elle que le s'appelle- remake. Elle s'appelle Samara. J'ai pas vu dans le le, remake. j'ai pas vu l'original. J'ai pas vu l'original. Tu vois l'original. Ouais, il faudrait. Le remake est intéressant, hein, Moi, j'ai parce bien qu'il aimé. apporte une touche différente, c'est notre ambiance. Et c'est plus spectaculaire, le film Ring original, il est plus dans l'atmosphère un peu où tu sens qu'il va se passer quelque chose et tu es dans cette anticipation du désastre. D'accord. Alors moi, juste peut-être après, après on conclura, mais juste pour parler d'une anecdote qui est en lien, ça ne trompe pas lien avec la possession, mais quand On on va plus était... finir l'épisode parce que comme c'est le dernier vrai dossier, Ouais, mais quand j'étais très jeune, j'étais adolescent, j'avais un petit groupe d'amis, et un jour on décide de faire une séance de spiritisme. Ah, j'ai fait aussi. Voilà, ben PO, Ah, bah, tiens, tu vas nous dire après. Ouais, ouais. Et alors, ce qu'on fait, bêtement, on prend les lettres du Scrabble, on fait un rond, on prend une bougie qu'on met dans une espèce de pot de yaourt en verre, sans citer la marque, on met tous le doigt et on commence comme ça, mais à l'arrache, sans technique particulière. Hein. Et bien sûr, on avait fermé tous les volets. On était chez, à l'époque, mon meilleur ami d'enfance. Et on commence, donc bien sûr, un qui fait bouger pour déconner. Hein. Il y a toujours le petit pitre de la bande. Donc là, tout le monde se met à rire, mais un rire un peu jaune. Et on recontinue. Et là... D'un coup, la porte s'ouvre et il dit « Qu'est-ce que vous faites ?» C'était la mère de mon ami, on s'est chié, je peux le dire et être vulgaire,
on s'est fait un peu dessus et on a tellement eu peur qu'on a pris toutes les lettres de l'alphabet, tout le pot, la bougie, et on a tout jeté en même temps dans l'égout. Énorme. La peur de ma vie. Ça PO. m'a fait pareil, mais moi pour le coup avec une incidence plus du coup maléfique. Oula. Ouais. C'était avec ma soeur d'ailleurs, avec ses copines, avec ses copains. On a 2 ans d'écart avec ma soeur et on vivait un manoir assez ancien en location dans le fin fond des Pays de la Loire. Et on décide de se lancer dans une séance de spiritisme dans une des salles qui avait été condamnée par les anciens propriétaires parce que d'ailleurs la femme était morte pas très loin, dans la maison, au dernier étage. Non mais c'est vrai, en plus c'est véridique. C'est digne d'un film Mais d'horreur. ça oui, pourrait être carrément. digne d'un film d'horreur. Ça vient de là peut-être que tu ne regardes C'est aucun possible. film Cette d'horreur. aversion, ouais. Ouais, c'est possible, mais c'est vrai que pour le coup, j'y ai passé 4 ans dans ce manoir et j'y ai passé vraiment en plus mes parents terminaient tard et donc c'est quelqu'un, je prenais le bus et c'est quelqu'un qui me ramenait chez moi qui repartait après et je me retrouvais souvent seul de 17h à 20h après, donc ça va, c'est qu'on n'est pas en pleine nuit non plus, mais suffisamment Ouais, longtemps en pour que j'ai hiver, peur. En hiver, à avec 17h30, la Ouais. nuit est tombée. Bon, après, ils ont Surtout acheté 2 dogs allemands, ça m'allait bien. Ouais, j'étais avec eux en bas. Et du coup, on se lance dans cette séance. J'en ai parlé avec ma soeur d'ailleurs. Faudrait que j'en parle pour savoir si quelqu'un, mais ça n'avait pas l'air en tout cas. Donc, pareil que toi, les lettres de Scrabble dans un ordre en plus complètement hasardeux. On pose un oui. Alors, nous, on n'a pas fait tout à fait pareil. C'était un oui-non au milieu, oui ou non, avec un verre au milieu et chacun met le doigt. On était 4 ou 5. Et puis, au début, évidemment, tu n'y crois pas parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui pousse. Et puis, au bout d'un moment, à force de demander spiritu-là, ça va vers le oui d'une manière un peu plus fluide et qui surprend un peu tout le monde. Donc bon, allez, je me dis, bon, c'est pas grave. Je vais avoir 14 ans, ouais, un truc comme ça. Et la deuxième question qu'elle posait, parce que moi je sais que suivre, c'était es-tu un esprit malin? Parce qu'apparemment, quand c'est un esprit malin, il faut tout de suite briser le verre, parce que du coup, ça pourrait être signe de malédiction. Donc bon, c'est pas un esprit malin, voilà, bon. Et donc, du coup, après, on lui demande son prénom. Et là, en fait. José. Non, de mémoire, c'était ça, il s'appelait Robert. Mais en fait, la manière dont il a fait le R-O-B-E-R-T, comme c'était pas dans l'ordre, il revenait toujours au milieu. Et en fait, c'était tellement fluide, sans hésitation, et en fait, tout le monde était un peu subjugué, que ça paraissait vraiment, vrai. Et donc, du coup. J'ai flippé du coup, et donc j'ai arrêté, j'ai levé le truc et je suis parti parce que j'ai eu trop peur. Et je les ai laissés finir leur truc. Et je pense que ce soir-là, d'ailleurs, j'ai pas dû dormir tout seul. J'ai dû demander à ma soeur si elle pouvait me faire les places. Tu as brisé le cercle. Ouais, je me suis barré. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Non, franchement, non. Par contre, j'ai jamais eu d'autres signes. Alors, si, on avait dans les chambres tous une petite cheminée condamnée, du coup, par une porte en aluminium, si tu veux. Voilà. Et il y avait dans les conduits de cheminée des oiseaux qui faisaient leur nid, mais qui, des fois, du coup, venaient gratter contre la porte en aluminium. Enfin, c'est pas de. Oui, c'était en fonte. En fonte, voilà. Et ça faisait vraiment des. Quand tu veux t'endormir, bon. Mais non, il n'y a pas eu de déplacement de lit ou d'objet. Bizarrement, j'ai jamais ressenti de sensation vraiment néfaste dans ce truc, mais j'étais pas tout le temps rassuré par contre. Mais dans tous les cas, Robert a communiqué avec vous. Ouais. Ce serait intéressant que tu en discutes avec ta Ouais, sœur carrément. pour voir son ressenti avec le recul. C'est vrai. Voir si les souvenirs sont les mêmes aussi. Ouais, tout à fait, Elle est plus vieille que toi. Ouais, 2 ans de plus. 2 ans de plus, donc 16 ans. Si vous avez les mêmes souvenirs, c'est que c'est un vrai souvenir. Donc tu peux avoir peur. Ouais, parce que autant on a dû rediscuter à chaud le lendemain en disant ouais, t'as vu, c'était fou, ouais, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'il Mais voulait, est-ce qu'elle était à ce moment-là dans la manipulation? Ouais, ou elle voulait te Elle voulait taquiner. me faire flipper parce qu'elle aimait bien le faire Peut-être. aussi. C'est possible, et je pense que si elle a jamais. Et t'en as pas discuté avec les autres participants? Non, parce qu'en plus c'était plutôt les amis de ma de ta sœur. Bon, moi j'étais là, pièce rapportée pour jouer avec eux, mais bon. Avec Donc, les grands? Ouais, c'est ça, exact. À cette époque-là, 14-16 ans, ouais, spiritisme avec les grands, c'était ouf. Énorme. Donc voilà, petite anecdote, la seule tentative. Eh ben sympa. C'était de ouais, frisson très que je me suis intéressant, autorisé ouais. plus jeune. Ouais. Et depuis, plus de films d'horreur. Non. Comme quoi, Non. Robert t'a traumatisé. Ouais, Robert m'a traumatisé. Ouais. Bah, je sais pas si c'est lié qu'à ça, parce que même avant ça, je voyais mes frères et sœurs prendre du plaisir devant des films d'horreur, et moi j'ai jamais suivi. Ouais.
Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Alors, ce que je disais à Léonard tout à l'heure, c'est que je me mets à des séries où il y a un peu plus de violence, qui sont un peu plus perturbantes. Et encore, bon, voilà, ça peut paraître ridicule, donc je me suis mis à The Boys. Mais c'est fun The Boys quand si tu veux ça dédramatise la voilà violence. Exactement, j'aime bien les films d'horreur quand il y a une tonalité un peu humoristique. C'est pour ça qu'il faut voir Shaun of the Dead. Voilà, oui, Shaun of the Dead, oui. Les Scary On est vraiment Movie, sur... Scary Movie, j'aime bien. Oui, ça c'est drôle aussi. Les Branded, Branded, oui, ça c'est drôle. Parce que Battle Royale et tout, je trouve que c'est drôle en fait, ça, le fait que tout le monde... Ouais. Branded, ça a mal vieilli par contre. Oh, c'est un peu... Mais le reste, j'ai du mal. Là, oui, après c'est à l'ancienne. Oui, c'est à l'ancienne, c'est drôle. C'est drôle quand même. Moi, après, j'avais tu beaucoup peux regarder aussi de même réalisateur, Fantôme contre Fantôme, qui est plus fantastique qu'horreur. Oui. Et qui est accessible, c'est presque, j'allais dire familial, c'est peut-être un peu exagéré, mais encore que tu peux le regarder pour des avec grands un adolescent. Oui. Et il Oui, il n'y a rien de... Il y a des bons acteurs, Michael J. Fox. Mais pour être honnête, même Ghostbusters, Betty m'avait fait peur, par exemple, tu vois. Il est impressionnant, ouais. le 2 est impressionnant. Ouais. J'ai des souvenirs avec cette Vigo. espèce de tableau hanté et là. Vigo, il m'a hanté ce mec. Ouais, moi aussi. Vous avez eu peur de Ghostbusters? Ah ouais. Je dirais pas que j'ai eu peur. Vigo, il m'a fait mal dormir. C'est vrai? Un cauchemar terrible. Moi, il m'impressionnait le tableau aussi, quand même. Le faciès de Vigo était impressionnant. Mais bon, le film c'est une comédie. Oui, mais après, tu peux voir un film qui n'est pas nécessairement effrayant, mais en conserver une image particulière qui va te hanter. Et là, c'est vraiment le terme. Ben moi, comme on est sur les petites anecdotes, ce que tu dis, je trouve ça très juste. Parce que moi, la scène qui me fait le plus flipper de tous les films que j'ai vus de toute ma vie, c'est la fin de Psychose, où il est à l'intérieur du commissariat et il a une espèce de couverture sur lui et il a le regard, mais je trouve, pour moi, c'est l'expression de la folie. Et là, t'as la voix off d'Anthony qui parle comme sa mère et qui dit je ne dirai rien, je vais rester là assise. Et tu vois en superposition. Alors, tu vois un peu moi, du moins, c'est cette impression que j'ai. T'as le crâne qu'ils ont retrouvé du cadavre qu'ils ont retrouvé de la mère d'Anthony, de Norman Bates, dans le film, qu'ils ont retrouvé. Et je trouve ça, mais vraiment, pour moi, c'est autant l'Exorciste, ça me terrifie parce que je suis un croyant, donc mais là je trouve que c'est pire parce que c'est un être humain et là dans ça je vois la folie de l'être humain jusqu'à où on peut aller. Et ce qui me fait je pense que ce que j'ai le plus peur, moi, c'est de la folie de l'être humain et qui peut être pire que tout. Voilà. C'est pour ça que tu serais probablement traumatisé par Eden Lake. Mais il faut que je le revoie parce que tout le monde, il y a beaucoup alors moi je suis pas abonné, mais j'achète régulièrement l'écran fantastique. Vous allez tout savoir de ma vie bientôt. Et j'aime beaucoup lire, donc je lis beaucoup. Et l'écran fantastique depuis quelques années. Et ils en parlent régulièrement. Ça m'a toujours. J'ai dit il faut que je le trouve en DVD. Je suis un accro des DVD, donc il faut que je me le trouve en DVD. Tu nous diras si tu l'as vu. Bon, mais je crois qu'on va quand même clôturer cet épisode, même si on n'en a pas forcément envie finalement et qu'on a des nouveaux sujets qui émergent, etc. On va commencer par remercier Pierre-Olivier de sa présence et de sa participation. En espérant qu'on lui ait donné envie d'aller un peu vers l'horreur. Mais déjà, vous avez fait de moi un fidèle auditeur. C'est déjà beaucoup. Et on en est très heureux. Voilà. Et on t'en remercie. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli et de vous d'avoir traversé avec passion ce sujet. Et avec beaucoup de professionnalisme. Bravo à vous. Merci beaucoup. C'est pas tout à fait le dernier, puisqu'on va faire un petit... C'est pas le dernier épisode, voilà. C'est le dernier dossier. Le dernier épisode sera plutôt une rétrospective de tout ce qu'on a fait depuis le début avec notre impresario, Amandine. Donc on va revenir un peu aux sources. C'est ça. Et on va, oui, comme on vous le disait en début, on va faire une petite autocritique. Ça va faire du bien. Et peut-être vous spoiler un peu pour la saison 2. Du moins, vous
vous donne explorer un peu avec vous les quelques idées qu'on a, parce qu'on a envie d'expérimenter des formats différents peut-être. Peut-être plus court aussi, parce que des fois c'est un peu long. Donc, ça nous prend du temps. Et ça prend du temps. Et donc voilà. On travaille à côté. Et oui, beaucoup. Pour certains en tout cas, plus que d'autres. Et on vous dit donc à la prochaine fois. On vous remercie encore une fois, et puis donc on vous dit quand même à la semaine prochaine. Et puis en attendant, n'oubliez pas de passer des soirées effroyables.